Emmanuel Cos, président de l'Union sociale pour l'habitat. Sous vos applaudissements nourris. Chère présidente von der Leyen, merci pour ce message d'encouragement et de reconnaissance. Je suis certaine qu'il a été apprécié à sa juste valeur. Et vous pouvez évidemment compter sur les organismes HLM pour être des acteurs du socle européen des droits sociaux. Madame la ministre du Logement, chère Emmanuelle Wargon, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les congressistes, chers partenaires, le Premier ministre, mardi matin, a tenu ici un discours lucide. Vous étiez d'ailleurs très nombreuses et nombreux à l'écouter, je vous en remercie. Il nous a dit son inquiétude face à la baisse de production de logements, notamment sociaux. Il nous a dit l'importance de produire plus. Il a ouvert une perspective pour les collectivités locales que nous saluons et dont nous défendrons la pérennisation. Alors à mon tour, je vais m'exprimer en sincérité, comme d'ailleurs je le fais toujours. Madame la ministre, le bilan de ces quasi 5 dernières années n'est pas bon. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent, mais il faut comprendre que les déstabilisations que nous avons connues ont eu des effets négatifs. En 2020, il y a eu 1 million de transactions immobilières, un record en France, et pourtant l'accession sociale à la propriété n'a jamais été aussi faible. Alors que l'aspiration à la propriété et à la promotion sociale qu'elle incarne n'ont jamais été aussi fortes, les obstacles se sont multipliés. Resserrement du PTZ, suppression de l'APL accession, et je remercie Sylvia Pinel pour son engagement à nos côtés sur le sujet. Durcissement des conditions d'accès au crédit. En locatif, depuis 2018, la programmation s'est effondrée. Les causes de ce reflux sont connues. Impact de la crise sanitaire, bien sûr, conservatisme de certains élus locaux, mais surtout effet des mesures budgétaires que nous subissons. Une TVA augmentée de 5,5 à 10% pour le plus et le PLS, la baisse des APL, la RLS. En outre, le mouvement social est particulièrement préoccupé de la baisse de l'offre nouvelle de logements sociaux en Outre-mer, comme vous venez de le rappeler, et je vous en remercie. Il est essentiel de mettre en débat le plus rapidement possible une loi de programmation pour le logement social ultramarin et surtout qui permettra de soutenir fortement les collectivités locales qui veulent s'engager sur cette voie-là. Madame la ministre, je souhaite sincèrement que la mobilisation exceptionnelle des organismes et de leurs partenaires nous permette de redresser ensemble la barre en 2021 et 2022. Mais les causes structurelles de la baisse de la production ne sont pas encore résolues. Et je ne me résignerai jamais, car le combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous-mêmes. Nous le menons pour les millions de demandeurs en attente d'un logement social. Nous les menons pour les locataires qui ont besoin d'organismes pleinement investis dans le développement de la qualité de service. On m'a parfois demandé si l'objectif de 250 000 logements en 2 ans était possible, si nous allions réussir. Est-ce qu'il était trop ambitieux ? Il n'est pas ambitieux, il est simplement à la hauteur des besoins. 2, la réussite dépend de nous tous, bailleurs sociaux, État, élus locaux. Et c'est pour cette raison qu'il faut les soutenir, les élus. Nous le faisons, mais il faut aussi être à leur côté. Il faut aussi leur rappeler, quand c'est nécessaire, à leur devoir. Madame la ministre, vous le savez, je l'ai dit au Premier ministre mardi, la loi SRU et son article 55 sont la base sur laquelle nous nous appuyons pour construire et loger la France dans sa diversité. Au Sénat, certains ont tenté de la dénaturer au prétexte qu'elle était trop contraignante. Mais bien sûr qu'elle est contraignante, c'est son rôle. Il faut en passer par la contrainte quand certains refusent ostensiblement, volontairement, de développer une offre de logement social car ils ne veulent pas de ces locataires. Cette position était inacceptable il y a 20 ans, elle est toujours aujourd'hui. La commission SRU, présidée par Thierry Repentin, a fait un gros travail de qualification des situations des différentes communes carencées. Il faut maintenant que l'État en tire les conséquences individuellement. Il faut que les élus concernés s'expliquent,
que les autorités sanctionnent fortement les récidivistes et qu'elles utilisent leur droit de substitution. Nous ne leur demandons pas un effort, nous leur demandons un minimum. La SRU fixe un minimum et cela a un sens. C'est pour cette raison, Madame la ministre du Logement, que nous comptons sur vous pour défendre cette grande idée d'égalité territoriale. En revanche, et j'en parle notamment après le débat que nous avons eu ce matin, je ne comprends pas que l'on puisse imaginer un plafond, un taux maximum pour le logement social. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à Nadia Hay, ministre déléguée de la Ville. C'est un message stigmatisant qui est envoyé aux locataires HLM, aux habitants des quartiers. Est-ce que ça veut dire que quand ils sont trop nombreux, il y aurait des problèmes? Et surtout, qu'est-ce qui est mieux? Vivre dans un logement privé insalubre dans une ville où il y a 30% de logement social ou dans un logement social dans une ville où il y en a 45%? Nous sommes par ailleurs, Madame la ministre, préoccupés, et vous le savez, sur d'autres sujets. Des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour l'ANRU, et c'est une excellente nouvelle. Mais il faut aussi se dire les choses franchement. Aujourd'hui, nous butons sur des difficultés à produire une offre pour l'heureux logement. Et là aussi, parfois, les maires ne jouent pas le jeu. Les bailleurs sociaux veulent réussir le renouvellement des quartiers, mais ils ne veulent pas que la démolition, faute de reconstruction, conduise à une baisse du parc social. Nous serons particulièrement vigilants sur ce sujet, et je l'espère avec vous. Tout doit être mis en œuvre pour produire plus, c'est aussi une des conditions de la réussite du NPNRU. Le Premier ministre nous a également indiqué qu'il allait mobiliser les acteurs du foncier public. J'aimerais dire « enfin ». Nous lui proposons donc, et je réitère, sous vos applaudissements, dès à présent, de réserver 30% du foncier public ou sous maîtrise des établissements publics à la maîtrise d'ouvrage direct des organismes HLM. Ce n'est pas simplement une revendication corporatiste. Nous, bailleurs sociaux, revendiquons d'avoir plus de maîtrise d'ouvrage direct et d'être capables de pouvoir surtout produire nos logements. Par ailleurs, c'est une mesure qui pourrait plaire à Bercy, tout simplement parce qu'elle ne lui coûte rien. Et des solutions qui ne coûtent rien, qui sont attendues, nous en avons quelques autres à vous proposer avec mes collègues présidentes et présidents de fédération. L'harmonisation de la fiscalité des offices fonciers solidaires, que le dossier de la TVA intragroupe soit enfin traité, et je le redis, c'est une urgence sur ce sujet. Et puis aussi, et vous le savez, nous souhaitons engager une vraie discussion politique et stratégique autour de la question des surcompensations. Je le dis franchement, je ne rentrerai pas dans un marchandage avec l'ANCOLS sur ce sujet. Et je le dis aussi, le processus actuel qui est engagé est dangereux. Je ne crois pas qu'il ait le temps de l'adapter ou de le rattraper à la marge. Et je ne souhaite pas, Madame la ministre, qu'au détour d'une délibération de conseil d'administration, on vous demande de fragiliser cet édifice qui nous a permis de construire. Nous comptons donc sur vous pour repartir sur de nouvelles bases de dialogue. La question n'est pas obligatoirement de savoir si le prélèvement sera de 60, 40, 45 millions en 2022. La question, c'est de savoir si la France considère que les HLM remplissent toujours une mission d'intérêt général. C'est de rappeler que les organismes HLM ne sont pas des entreprises comme les autres, qu'elles n'ont pas de lucrativité illimitée. Les organismes HLM, vous le savez, ils ont pu constituer un patrimoine de 5 millions de logements au fil du temps. Ce patrimoine, on pourrait dire qu'il n'est à personne, ou plutôt qu'il est à tous, aux collectivités locales, aux épargnants du livret A, aux employeurs et partenaires sociaux d'Action Logement qui l'ont soutenu avec l'APEC, aux locataires qui l'ont financé par leur loyer. Ce patrimoine, il est à la nation. Quand un organisme a réussi à avoir des marges de manœuvre, il est réinvesti. Et c'est ça notre modèle. C'est un modèle qu'on nous envie. C'est un modèle que nous mettons en partage avec nos partenaires européens.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison, Madame la Ministre, que je vous ai écrit il y a quelque temps, ainsi qu'à Clément Beaune, ministre délégué aux Affaires européennes, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne prochaine qui sera exercée par la France, pour organiser un sommet européen du logement social. Je suis certaine que cette proposition peut trouver un écho favorable. Sur d'autres sujets, Madame la Ministre, nous avons discuté ensemble hier avec nos partenaires de la Caisse des dépôts de notre volonté d'intensifier l'adaptation du parc social à la stratégie nationale bas carbone. Nous allons devoir être inventifs. Nous allons devoir beaucoup travailler pour y arriver. Il faut aussi, au plus vite, être en mesure de stabiliser le nouveau DPE, d'en faire un outil de connaissance fiable et peu onéreux au logement, mais surtout à l'immeuble. Et il nous faut assez vite travailler ensemble pour trouver une issue à cette impasse. J'estime que le CSC2E, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, devrait d'ailleurs se saisir à nouveau de ce dossier, car l'urgence actuellement est de trouver une solution. Madame la Ministre, durant ces 3 jours, nous avons rappelé la place qu'occupe le logement social dans le quotidien de millions de Français, ceux qui sont déjà locataires, ceux qui aimeraient le devenir. Le Premier ministre a salué d'ailleurs l'engagement de nos personnels de terrain durant la crise, parce qu'ils sont restés aux côtés des locataires. Je souhaite donc remercier devant vous les 80 000 salariés du secteur HLM. Ils font tous les jours honneur à nos valeurs. Permettez-moi également de saluer le monde associatif qui a été avec nous sur le terrain, notamment les acteurs du logement accompagné et de l'hébergement qui me sont si chers, mais aussi les associations de locataires, les amicales, les associations et régies de quartier, qui ont aussi beaucoup travaillé pour accompagner les fragilités. D'ailleurs, si je peux me permettre, les associations de locataires sont de véritables militantes du logement social. Elles sont, oui, j'ai entendu ta voix, Eddy. Elles sont passionnées. Parfois, certains estiment qu'elles le sont trop. Moi, je le dis sincèrement, personnellement, je n'ai rien contre l'engagement. Et si elles sont passionnées, c'est justement parce qu'elles savent qu'un logement social abordable et de qualité, ça peut changer la vie. Chers amis, chers congressistes, notre congrès a été un grand succès. Il l'a été car nous, militants et professionnels du logement social, avions besoin de nous retrouver, d'échanger pour mieux nous projeter dans l'avenir. Il l'a été aussi parce que les collectivités locales qui ont été à nos côtés, et je veux encore les remercier une nouvelle fois pour leur accueil et leur soutien. Je veux aussi adresser des sincères remerciements à l'ensemble des intervenants durant ces 3 jours de débat, et notamment les derniers qui ont participé à cette table ronde. Je vous remercie d'avoir fait vivre le débat et les idées au sein de notre mouvement. C'est extrêmement inspirant pour nous toutes et tous. Chers congressistes, chers amis, le logement et le logement social seront un enjeu de la prochaine campagne pour l'élection présidentielle. Cohésion républicaine, transition écologique, dynamique des territoires, justice sociale sont autant de thèmes du débat national qui trouvent dans la question du logement une incarnation et une réalité. Au moment où certains discours électoraux commencent à stigmatiser les locataires du parc social, le mouvement HLM rappelle et rappellera sans cesse son attachement indéfectible à la mixité sociale et son rôle essentiel de creuset républicain. Ce rôle historique est une fierté en même temps qu'un honneur. Et c'est cette histoire, c'est votre engagement, c'est l'absolue nécessité d'avenir pour le logement social qui me porte. Une fois encore, je veux vous dire devant vous ma fierté d'être la présidente de ce mouvement qui continue d'avancer et d'innover. Et puis avant de vous quitter et de laisser la place à Madame la ministre du Logement, je dois évidemment faire une annonce qui, je l'espère, fera plaisir notamment à Renaud Père et Cédric Van Stevendel. Alors, je ne vais pas trop faire durer le suspense. Et vous l'aurez donc compris, l'année prochaine, du 27 au 29 septembre, nous nous retrouverons à Lyon pour un nouveau congrès HLM. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci pour votre attention.